Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat pour une édition largement consacrée ce soir au discours du chef de l'État depuis Toulon. Sur un ton grave et solennel, Nicolas Sarkozy a dessiné les perspectives d'une sortie de crise de la zone euro. Dans un discours ponctué des mots courage, effort et vérité, le chef de l'État a présenté sa vision pour demain et les années à venir. Nouveau traité européen, souveraineté partagée, Europe plus politique. Alors, quelle sera la nouvelle Europe dessinée et demain et le nouveau visage de la zone euro si elle survit à ces démons? Décryptage à suivre d'Arlette Chabot et de Jean-Louis Gombault. Et puis quel est le chemin proposé par Nicolas Sarkozy et comment a-t-il été accueilli par les dirigeants européens? Nous serons en direct depuis Bruxelles avec François Bedonnet. En tous les cas, pour les socialistes en France, c'est un constat d'échec du président et qui a déjà capitulé ce soir face à l'Allemagne. Leur réaction à suivre dans ce journal et notre invité politique sur cette nouvelle Europe qui peut-être se dessine sous nos yeux tout à l'heure. C'est l'ancien ministre de l'économie Thierry Breton tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Il y avait un discours et deux tonalités ce soir au Zénith de Toulon. Un ton grave, empreint de dramaturgie pour évoquer l'importance de la crise de l'endettement. La peur est revenue, a lancé le président en évoquant cette crise qui balaie la zone euro et un ton plus volontariste sur le travail, la compétitivité et au final sur les moyens de se sortir de ce tunnel pour une nouvelle Europe. Le tout agrémenté de piques aux socialistes. Elisa Bertolomé. Volontariste, sérieux, grave, c'est un Sarkozy de crise qui s'est exprimé ce soir. Pour remettre la France sur les rails, plusieurs propositions et une seule valeur, le travail. D'ailleurs, un sommet pour l'emploi sera organisé dès le mois de janvier. Nous ne gagnerons pas la bataille de l'emploi sans les chefs d'entreprise et sans les partenaires sociaux. C'est pourquoi, en janvier prochain, j'inviterai tous les partenaires sociaux à participer à un sommet sur l'emploi pour que chacun puisse apporter des solutions, faire des propositions. Mais favoriser l'emploi n'est pas tout. Deuxième proposition, la mise en place d'une règle d'or européenne. Le président de la République a de nouveau insisté sur cet outil budgétaire, appelant à sa rapide mise en place. Chaque pays de la zone euro devra adopter une règle d'or qui inscrira dans son ordre juridique l'objectif d'équilibre budgétaire. La France doit l'adopter comme les autres pays de la zone euro. L'idéal, si chacun faisait preuve de responsabilité, serait de le faire avant l'élection présidentielle. Si tel n'était pas le cas, eh bien il faudrait le faire immédiatement après. Remettre l'Europe au centre des préoccupations, telle est la troisième proposition. En lien avec Angela Merkel, Nicolas Sarkozy a suggéré la création d'un nouveau traité pour une Union européenne renforcée. C'est pourquoi la France milite avec l'Allemagne pour un nouveau traité européen refondant et repensant l'organisation de l'Europe. La chancelière allemande est attendue lundi à Paris. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel feront ensemble des propositions pour garantir l'avenir de l'Europe. Après les mots, les actes. Et les socialistes l'ont déjà enterré. Il s'agit du Toulon 1. Entendez par là le précédent discours à Toulon du chef de l'État. En septembre 2008, le Parti socialiste a dressé un sévère réquisitoire de ce discours. C'était ce matin, le qualifiant d'imposture politique. Et ils ne sont pas beaucoup plus tendres avec le discours de ce soir. Fabrice Cunet. Soirée studieuse rue de Solferino. Dans ce petit bureau, on détricote le discours du président. La gauche est montrée du doigt par Nicolas Sarkozy. La réplique est rodée. On nous annonçait un président redonnant espoir. On a vu un candidat qui cherche à faire peur. Plus que jamais, UMP veut dire aujourd'hui un maximum de peur pour les Français. Les porte-paroles du candidat Hollande se sont eux répartis les plateaux télé. Nicolas Sarkozy a dit pas d'austérité, mais en réalité on a bien vu que son discours c'était plus travailler plus pour gagner plus, c'était travailler plus pour ne pas gagner moins. Franchement, les perspectives qu'il a offertes ce soir aux Français, le candidat Sarkozy, ne sont pas des perspectives heureuses. Du coup, ce discours de Toulon 2 lance une nouvelle passe d'armes, gauche-droite. Ce discours de vérité, de courage et de responsabilité contraste fortement avec les errances que l'on entend du côté du Parti socialiste, dont la seule préoccupation est de nouer des accords électoraux au mépris des intérêts de la France et des Français. Au centre, le rôle d'arbitre. Le président du groupe au Sénat partage par exemple le constat fait par Nicolas Sarkozy, mais reste sur sa faim. Quels sont les moyens et quel est le calendrier?
Et sur la base des années qui viennent de s'écouler, il nous est permis d'avoir quelques doutes. Car nous faisons partie de ceux qui disent pourquoi beaucoup de choses n'ont pas été faites plus tôt. Hasard du calendrier ou non, François Hollande se rend lundi à Berlin, l'occasion d'un nouvel échange musclé et à distance entre deux visions de sortie de crise radicalement opposées. Et en direct depuis Bruxelles, François Bedonnet. Bonsoir François. Oui, bonsoir. Quel accueil a reçu ce discours auprès des instances européennes? Eh bien, tout d'abord, on a noté ici qu'il n'y a eu aucune annonce sur l'Europe ce soir à Toulon, et c'est assez logique puisque les annonces interviendront, vous l'avez dit, la semaine prochaine avec l'Allemagne avant le sommet qui doit se tenir ici à Bruxelles vendredi et samedi prochain. Maintenant, il y a eu des confirmations. Confirmation tout d'abord que Nicolas Sarkozy veut laisser le moins de place possible aux institutions européennes. Il estime plus que jamais que c'est aux chefs d'État et de gouvernement de diriger la zone euro et l'Europe en général. Il n'a par exemple jamais prononcé l'expression Commission européenne, alors que l'Allemagne, on le sait, elle veut créer un poste de super commissaire européen chargé de l'euro. Nicolas Sarkozy, lui, n'en veut pas. Il dit que seuls les gouvernements ont la légitimité démocratique. Confirmation également que Nicolas Sarkozy bien saisi que l'Europe est plus impopulaire que jamais, c'est pour ça qu'il entend la réformer, non seulement avec un changement de traité concernant la zone euro, mais également, et là c'est un peu plus surprenant, il a remis sur le devant de la scène la nécessité, selon lui, de réformer l'espace Schengen. Donc si vous voulez, ce discours peut se résumer à la position suivante, oui à plus d'Europe, mais non à l'Europe de Bruxelles, technocratique, l'Europe doit être dirigée par les gouvernements. Alors ce soir, il n'y a pas de réaction officielle ici à Bruxelles, et il y a fort à parier que d'ailleurs il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que les dirigeants européens ont bien compris qu'il s'agit certes d'un discours de président en exercice, mais surtout, celui d'un futur candidat déjà en campagne. Merci beaucoup François Bedonnet en direct de Bruxelles. À présent notre plateau décryptage avec Arlette Chabot. Bonsoir Arlette. Et Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Alors Arlette, est-ce qu'il y aura un avant discours de Toulon ce soir et puis un après? Oui, forcément, parce que c'est, on peut dire, le premier grand discours de Nicolas Sarkozy en campagne. Président candidat, c'est la première partie du discours où notamment il attaque et il vise beaucoup et il cible les socialistes sur le passé, les retraites, les 35 heures, aujourd'hui en faisant allusion à l'accord signé par le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Donc ça, tout y passe et il les cible et il les vise. Puis dans la deuxième partie du discours, eh bien, c'est encore le président en exercice qui parle de sa vision de l'Europe et en donnant sa vision de l'Europe, des modifications qu'il pense devoir réaliser, bah là c'est aussi une vision face à laquelle les socialistes devront réagir. Donc c'est le premier, j'allais dire, vraiment discours de campagne de Nicolas Sarkozy. Et Jean-Louis, pendant 52 minutes d'intervention, il y a eu souvent les mots peur, courage, effort, vérité. À quoi tout cela prépare ? Ben, ça prépare à ce qu'il dit à la fin, c'est-à-dire le travail d'abord, et puis l'ensemble des réformes qu'il annonce. Le discours commence effectivement, je reviens vers vous, parce que la peur est revenue. C'est-à-dire que si en réalité on était sorti de la crise, et si vous aviez le moral, et si l'ensemble de la situation était éclaircie, je reviens vers vous, parce que la peur est revenue. Non seulement la peur est revenue, mais il aurait pu ajouter parce que la peur est revenue et la présidentielle approche. C'est un peu les deux problèmes, les deux aspects qu'il va essayer de tenir pendant tout son discours. Alors, le début commence par les causes de la crise. C'est la même chose qu'il y a 3 ans. Il revient sur les mêmes thèmes, mondialisation, financiarisation. Et puis après, il porte un diagnostic. Nous sortons d'une économie d'endettement pour aller vers une économie de désendettement. Et donc un cycle d'endettement, et maintenant on se va dans un cycle de désendettement auquel je vous appelle de participer. Le problème c'est qu'il ne le démontre pas, parce que le cycle de désendettement, pour l'instant, on ne le voit pas. On voit des efforts pour cela, mais on ne voit pas le cycle de désendettement s'engager. Il aurait pu un petit peu développer cette affaire. Et puis après, effectivement, il arrive sur 2 thèmes, les thèmes sarkozystes traditionnels, de type travail, réforme, important, en pleine campagne électorale quand même, il va réunir les partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, là aussi il va être en campagne électorale, il dit mais je reste président, et puis la fin. Juste sur ce moment-là, c'est un discours volontariste, j'ai noté ces phrases-là, c'est le moment d'investir, d'entreprendre en période de crise. Ah oui, mais on est en période de crise et présidentielle, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a les 2 périodes qu'il faut qu'il tienne, hein, et effectivement, il dit c'est le moment d'investir, etc. Et puis donc 2 thèmes, et c'est termes sarkozystes traditionnels, et puis enfin l'Europe. C'est-à-dire que moi, et notamment l'axe franco-allemand qui est
absolument majeur à l'intérieur de son discours. Encore une fois, sur la ferme Arlette, il est crédible, Nicolas Sarkozy, quand il dit « je vous dis la vérité ». Est-ce qu'il est perçu en capitaine solide partant de tempête ? Je crois que la campagne, on le sait, va se jouer sur la crédibilité des deux candidats principaux, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et qui dit la vérité, François Hollande dit aussi par rapport à certains de ses concurrents socialistes, a dit dans le passé, je vous dis la vérité, il faut dire la vérité aux Français. Et lui, il joue effectivement la franchise, j'assume. À chaque fois, on dit, c'est pas Churchill, non, c'est pas Churchill, mais quand même, il dit aux Français, il faut regarder la réalité en face. Donc je crois que effectivement, l'opposition dira toujours, mais ça fait 5 ans que vous n'avez pas réalisé un certain nombre de réformes. Mais là, je crois qu'il va jouer ce jeu de la vérité face aux Français. Et franchement, c'est sûrement une carte gagnante. En tout cas, c'est pas une carte perdante. Et François Hollande va utiliser la même. Alors, on parle de l'Europe dans un instant, mais la même question à vous deux. Est-ce que, quand il emploie l'argument « si on se compare, on se console », est-ce que c'est un argument valable quand on se compare à nos partenaires, à nos voisins européens ? Mieux être français que grec. Que grec, qu'anglais, qu'espagnol, que portugais, qu'irlandais. Je pense que, je ne sais pas si c'est un argument qui sera entendu par des gens qui souffrent. D'ailleurs, il évoque cette affaire, mais il n'est pas faux. C'est-à-dire, si vous regardez la moyenne européenne, alors il n'est pas faux grâce à lui ou grâce aux structures économiques fondamentales de la France ou de l'Allemagne, parce qu'en fait les deux pays qui s'en sortent le moins mal, la France moins que l'Allemagne, mais c'est la France et l'Allemagne. La France ayant un problème, c'est qu'elle a beaucoup augmenté son endettement dans la dernière période pour pouvoir justement éviter cette récession massive. Mais effectivement, si on compare par rapport aux autres, la France s'en sort moins mal. Elle s'en sort pas bien, mais s'en sort moins mal. Ça va être un argument de campagne. Ça va être un argument de campagne. Arlette, sur cette nouvelle Europe qui semble se dessiner et dont les contours seront définis par un nouveau traité, quelle apparence elle aura, quelle ossature ? Écoutez, on saura concrètement, effectivement, lundi, lorsque Angela Merkel et Nicolas Sarkozy feront des propositions concrètes. Quand on dit que c'est une Europe allemande, c'est une facilité un peu de langage. C'est sûr que c'est la fourmi qui a gagné sur les cigales. Et c'est le principe de réalité. On voit bien que l'Allemagne se porte mieux que d'autres pays parce qu'elle a fait des efforts quand il fallait le faire il y a plus de 10 ans. Les Allemands, effectivement, ont vu leur salaire qui grimpait pas trop. Ils ont vu les pensions, chômage ou retraites baisser. Ils ont fait des gros efforts et aujourd'hui, ça va mieux. Pendant ce temps-là, les autres pays disaient, nous, on a le temps, ça va pas si mal. Et du coup, la rigueur et la bonne gestion allemande, aujourd'hui, franchement, elle doit contaminer tout le monde. Donc on voit bien quand même que Nicolas Sarkozy, non pas c'est excessif de dire sa ligne sur l'Allemagne, mais va rejoindre évidemment l'Allemagne sur un certain nombre de points, comme par exemple, bien sûr, par nécessité, l'étude en commun par les gouvernements, certes, mais pas par la Commission, des budgets et des sanctions plus sévères automatique contre les pays qui ne respecteraient pas leurs engagements. Et puis la réforme des traités européens, c'est aussi une concession faite à Angela Merkel qui l'a demandé il y a quelques semaines. Une parenthèse sur la réciprocité. Tout à l'heure, on a appris que Nicolas Sarkozy, avant le discours, il a donc fait parvenir son discours à Angela Merkel. Est-ce que demain, avant son discours à la Bundestag, elle va aussi faire la même chose? Alors, elle ne m'a pas envoyé son discours, pour être très franche. Vous m'en auriez parlé, mais j'en aurais parlé sûrement. Mais il faut voir, franchement, on voit très bien les pas faits par la France vers Angela Merkel. Le président de la République qui réaffirme sa priorité, la convergence avec l'Allemagne. On verra demain si Mme Merkel fait, elle aussi, quelques pas en direction, non pas des demandes de la France, mais aussi ses partenaires européens, puisque Nicolas Sarkozy met à côté de la rigueur, du respect des engagements, un peu de solidarité aussi européenne. On verra jusqu'où peut aller l'Allemagne, qui ne veut pas payer pour les autres. Oui, justement, jusqu'où peut aller l'Allemagne? Est-ce qu'on est sûr que le rôle de la Banque centrale européenne ne va pas évoluer? Alors il en parle dans son discours, Nicolas Sarkozy, à la fin, mais il reste très vague. On ne comprend pas très bien. Il dit statut, indépendance, il fait confiance à la Banque centrale européenne pour prendre ses responsabilités, il dit tout ça, mais on ne voit pas de débat, c'est ce qui c'est. Ce que je pense, c'est qu'on aurait tort de croire que les Allemands n'ont pas d'arguments fondamentaux sur cette affaire de Banque centrale européenne. On voit souvent, nous serions les gens qui voyons les choses correctement et eux les verraient de manière biaisée et un peu abrupte. Non, c'est une vision qui est absolument fausse. Et c'est vrai que M. Sarkozy
adopte les grandes lignes de la politique allemande. Est-ce que c'est pour autant dire qu'il s'aligne sur l'Allemagne comme on l'a entendu comme on l'entend à gauche depuis hier? Je crois que c'est vraiment excessif et tout à fait caricatural. C'est vrai que la politique allemande, la manière de penser la gestion de la crise, la manière allemande de le penser est en train de gagner en Europe, mais ça n'a strictement rien à voir avec une espèce de domination allemande sur l'Europe. Je prends simplement un exemple. Il y a 60 ans, l'Allemagne aurait avalé la Grèce et aujourd'hui elle demanderait qu'une seule chose, c'est qu'elle s'en aille. Donc on est dans une situation qui n'a strictement rien à voir avec cette caricature. Dernière question, il y a une petite musique qui se fait entendre ces derniers jours sur la résurgence d'un nationalisme allemand, sur l'Europe allemande, même peut-être qu'on a capitulé, le terme est important, face à l'Allemagne. À quoi ça peut aboutir ce genre de discours ? Je pense qu'on va entendre en France les souverainistes dire qu'on abandonne, et d'ailleurs ce soir Jean-Pierre Chevènement et Marine Le Pen avec une expression assez forte qui l'Europe à la schlag, voilà, qui dans tous les sens, il faut bien l'interpréter, vont dire qu'on a tous cédé à l'Allemagne et qu'il y a des pertes de souveraineté, abandon de souveraineté, et donc ça va être un débat. Les nationalismes sont partout, dans tous les pays, c'est vrai en Allemagne, parce que les Allemands, encore une fois, n'ont pas envie de payer pour les autres, ils ont fait les efforts, et en France, il va y avoir un débat, et rouvrir justement la grande discussion sur les traités européens, ça c'est à terme, mais sûrement dans 2-3 ans, rouvrir la boîte de Pandore de grands débats européens. Merci beaucoup Arlette. Merci Jean-Louis. Une dernière question. Candidat au président, vous m'aviez dit ce soir plutôt? J'ai dit qu'il était président candidat et président qui pense à la candidature et qui est en campagne, en tout cas dans tous les cas de figure. C'est le premier discours, franchement, le premier discours de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, candidat au président, une chose est sûre, Nicolas Sarkozy agace les socialistes à chacun de ses déplacements et particulièrement lorsqu'il décoche ses flèches en leur direction, comme ce soir. Et ces derniers ont décidé de réagir hier en saisissant la Commission nationale des comptes de campagne. Mais tant qu'un candidat ne s'est pas officiellement déclaré, difficile de le considérer comme tel. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Omniprésent sur le terrain sans pour autant être en campagne, Nicolas Sarkozy agace l'opposition à 5 mois des présidentielles. En cause son déplacement à Tricastin la semaine dernière, il y a critiqué l'accord PS Europe Écologie et a enfilé ses habits de candidat selon ses opposants. Mais candidat, il ne l'est pas encore officiellement et ses déplacements sont toujours pris en charge par la présidence de la République, un scandale pour la gauche. Il n'est plus président de la République, il est candidat en permanence, qu'ils le disent, qu'il se déclare officiellement et qu'on distingue bien ce qui est de l'ordre de la prise de parole, de l'action du président de la République avec celle d'un candidat en campagne. Interpellé par des élus socialistes, la commission des comptes de campagne est pourtant claire. Pour le code électoral, il n'est pas en campagne. Difficile, voire impossible en effet, de différencier le futur candidat du chef de l'État tant la frontière est ténue. Je trouve que c'est une polémique d'une stupidité sans nom. C'est comme ça, ça a profité, entre guillemets, à François Mitterrand en 1988. Là, on sait bien, on imagine bien que Nicolas Sarkozy sera en février candidat, mais il faut lui laisser la capacité d'être président le plus longtemps possible. Alors que les dépenses de campagne seront moins remboursées, plan de rigueur oblige, les candidats pour 2012 crient à la concurrence déloyale. Nicolas Sarkozy n'envisage pas pour autant de lever le pied sur ses déplacements, ni de précipiter son entrée officielle dans la bataille. La suite du 22h et de notre édition spéciale autour de ce discours de Nicolas Sarkozy depuis Toulon. On accueille notre invité politique, il est ancien ministre de l'économie et PDG du groupe Atos. Thierry Breton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, Jean-Louis Gombault, merci d'être resté avec nous. Alors, à droite ce soir, côté gouvernement UMP, on salue le président dynamique et protecteur et à gauche, on souligne l'échec et un oral de rattrapage raté. Où est-ce que vous situez le curseur ce soir? Je crois qu'Arlette Chabot l'a dit très précisément, c'est sans doute le premier discours de campagne ou de pré-campagne de Nicolas Sarkozy. Donc ce type de réaction à droite comme à gauche ne sont pas surprenantes et elles vont évidemment s'amplifier. Je crois qu'aujourd'hui, moi je vais me situer, si vous le voulez bien, dans un autre angle. Un homme politique aujourd'hui, un président de la République, s'adresse bien entendu en premier à ses compatriotes. Après tout, il est président. C'est le moins qu'on puisse attendre de lui. Mais il y a une nouveauté. C'est que désormais, nos hommes politiques, à quelque niveau qu'ils se situent, s'adressent aussi au marché, aussi aux agences de notation, qu'on le veuille ou non. Alors ce soir, c'était un discours de politique pour la nation. La pédagogie, ce qu'il va falloir faire, et les réformes à la fois des traités européens
mais également en ce qui nous concerne. C'est donc sur les 4 ou 5 prochaines années. Et entre-temps, il y a les marchés. Et les marchés scrutent tout cela. Donc ce soir, les marchés restent un peu en attente de savoir comment tout ça va se mettre en musique. Car c'est bien là la question dans laquelle nous sommes. Nicolas Sarkozy a été très clair. Nous sommes dans une urgence. Cette urgence, les Françaises et les Français, désormais, et c'est ce qu'il y a de nouveau par rapport à Toulon 1, le ressentent quotidiennement, y compris maintenant de plus en plus dans leur famille, oui, mais ça c'est en fonction du chômage. Le constat. Donc ce constat, Et quelle est la vision ? Ce constat, il est maintenant accessible, il est, hélas, je dirais, perceptible par tous nos compatriotes. Alors maintenant, la vision. La vision, c'est on veut une Europe qui soit plus intégrée, on veut une Europe qui soit plus facile à gérer, on veut une Europe pour laquelle le couple franco-allemand va, et je m'en réjouis, proposer des solutions. Mais on sait par expérience. Les deux, à égalité, assis au premier rang, au même rang ? Vraisemblablement, une demande très forte, et tout le monde le sait, de la part de l'Allemagne, car nous avons laissé désormais, depuis 2007, l'Allemagne partir devant nous. Je rappelle qu'en 2007, l'Allemagne était inférieure à la France dans ses principaux agrégats macroéconomiques. 7,4% de chômage en France, 9,2% dans l'Allemagne, une dette de 68% en Allemagne, 62% en France. Donc on a inversé les choses. Les chiffres sont... Oui, mais c'est la vie, c'est la vérité. Oui. Et donc aujourd'hui, eh bien, il faut donner cette perspective. Les marchés aujourd'hui, ils vont nous demander comment on va faire les échéances. Alors aujourd'hui, on a passé une importante en France. Et je m'en réjouis, elle s'est bien passée. Les prochaines maintenant, c'est pour l'année prochaine. Elles vont être extrêmement importantes. Et donc, il va falloir apporter des réponses. C'est la raison pour laquelle ce qui me semble le plus important pour moi aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il y a de plus perceptible et ce qu'il y a de plus accessible, c'est la règle d'or. La règle d'or, je l'ai défendue, vous savez, depuis longtemps. Je pense qu'à partir du moment où l'Allemagne l'a décidé de façon unilatérale en 2009, la France devait suivre. Elle devait suivre. Et donc, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que le président de la République a indiqué qu'il voulait la mettre J'en ai plusieurs même. Ou en tout cas, je vais laisser dès la parole le mois de juin, dans un instant à Jean-Louis. réélu. Mais est-ce que ce constat, ce discours, notamment sur le nouveau cycle des endettements, est-ce qu'il n'aurait pas dû intervenir il y a bien longtemps ? C'est facile à dire, je sais, mais plutôt qu'à 5 mois de la fin du quinquennat ? Écoutez, sincèrement. Maintenant, avec le regard de l'histoire, évidemment, et vous me posez la question à moi, qui suis celui qui a fait du désendettement l'axe cardinal de la politique économique que j'ai conduite pour la France entre 2005 et 2007, où je vous rappelle qu'on avait baissé pour la première fois depuis 30 ans la dette de la nation de 2,7% de points par rapport au PIB. C'était tout simplement... Thierry Breton, en 2006, vous avez fait appliquer par l'ensemble des ministres des Finances de la zone euro un plan de désendettement global et de stabilité budgétaire. Qui l'a remis en cause ? Eh oui, mais on le sait, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est Nicolas Sarkozy. C'était effectivement une convergence. Pourquoi on avait réussi à le faire, à accepter avec Pierre Steinbrück ? Parce que la France était en situation de leadership macroéconomique. Et c'est vrai que j'avais un peu poussé mon ami Pierre Steinbrück, qui l'avait accepté volontiers, et on avait fait accepter à l'ensemble des pays de la zone euro ce principe de convergence, qui est le socle de la création de l'euro et de la fin de l'euro. Jean-Louis. Simplement, rappelons simplement qu'il y a 3 ans, dans le discours Toulon 1, le mot dette n'apparaît qu'une seule fois. Donc Sarkozy, à l'époque, n'est pas véritablement conscient de l'importance cruciale que pose la question de la dette. D'autre point, dans son discours aujourd'hui, il ne parle pas du triple A. Est-ce que, à votre avis, dans sa tête, il l'a déjà perdu ? Non, mais je crois qu'il a parfaitement raison. Je pense qu'un homme politique ne doit pas parler de ce que doit faire une agence de notation. Il en avait beaucoup parlé avant. Oui, mais je trouve que c'est très bien. Alors, écoutez, je m'en réjouis, car j'estime qu'il ne faut pas galvauder. Il n'est pas dans son rôle s'il en parle. Donc je trouve que c'est très bien qu'il ne l'ait pas fait. Par contre, on voit bien qu'il y pense. Il y pense en permanence. Et c'est sa responsabilité de président de la République que de préserver précisément la capacité à la nation de s'endetter, puisqu'il va falloir le faire. Je rappelle que l'année prochaine, c'est 180 milliards d'euros qu'il va falloir lever sur les marchés. 220, c'est en 2013, monsieur Moreau. Mais l'année prochaine, c'est 180. On a encore une année de répit. La marche d'escalier où nous devenons le premier pays émetteur de dette en euros au monde, c'est 2013, où on passe à 220. L'Allemagne sera à 180 et l'Italie à 170. Mais malgré tout, c'est des sommes considérables et il faut pouvoir s'endetter à des conditions qui soient acceptables, d'où la nécessité de préserver le triple A. On sent bien que derrière son propos, eh bien, il y a précisément ce prochain quinquennat où il faudra avoir un quinquennat de, n'ayons pas peur des mots, de rigueur, de vertu budgétaire
extrême. Il est le seul à pouvoir mener ce quinquennat? Mais ce qui est important, parce que d'autres candidats parlent aussi les des deux endettements. candidats aujourd'hui, les deux candidats de nos principales forces ou bientôt en devenir forces politiques aujourd'hui, à savoir Nicolas Sarkozy lorsqu'il se déclarera et François Hollande, ont dit des choses qui sont très importantes pour moi. Ils ont indiqué l'un et l'autre qu'en 2013, s'ils étaient élus, la France passerait le cap des 3% de déficit, je rappelle qu'on est à 5,6%, et ils s'engageaient l'un et l'autre, Nicolas Sarkozy pour converger en 2016, c'est-à-dire être à zéro, et François Hollande en 2017. François Bayrou, lui, on sait qu'il le porte en lui depuis longtemps et qu'il fera tout pour cela. Donc on a aujourd'hui les principaux leaders, acteurs du paysage politique français qui s'engagent sur le même chemin. Et ça, c'est une nouveauté dans notre histoire républicaine récente. Donc, la réponse à votre question, c'est que chacun maintenant, nous attendons, nous, que chacun, dans le programme qu'ils vont présenter aux Français, eh bien, explique comment ils feront. Alors, il y en a qui diront, on veut plus de professeurs, il faudra qu'ils nous expliquent ce qu'ils veulent en moins. D'autres qui nous diront, je veux plus de places de prison, il faudra qu'ils nous expliquent ce qu'ils veulent en moins. Et derrière, les Français choisiront, avec, à mon avis, un élément qui sera essentiel. Et vous avez la justice sociale. La justice, je suis comme tous les Français, on attend les programmes. C'est facile. La justice sociale et l'équité dans une décennie, parce que c'est pas un quinquennat dont on parle, qui sera certainement très difficile, où beaucoup de choses vont changer. Il est apparemment acquis qu'il y aura évidemment un plus grand contrôle, un très strict contrôle des budgets nationaux. Est-ce qu'il est acquis pour vous, de ce que vous savez peut-être, que le rôle de la Banque Centrale Européenne va évoluer? Il y a, encore une fois, je le redis, le mot-clé aujourd'hui qu'attendaient les Allemands, c'est l'engagement de la France d'inscrire la règle d'or, c'est-à-dire dans sa constitution une date d'atterrissage. L'Allemagne le demande depuis des mois et des mois. À partir du moment où les forces politiques françaises démontrent, et c'est la proposition que j'ai faite en demandant que et Nicolas Sarkozy, un appel à Nicolas Sarkozy et François Hollande, et François Hollande, et évidemment François Bayrou, et tous ceux qui voudront s'y joindre, indiquent que s'ils sont élus, le premier acte qu'ils prendront, c'est précisément de convoquer le Congrès, à charge pour les autres, d'apporter les forces nécessaires pour faire voter cette règle, qui nous permettra à ce moment-là de passer cette période entre les propositions d'aujourd'hui sur le moyen terme, une nouvelle Europe, une nouvelle gouvernance européenne, et entre-temps, la nécessité de se présenter au marché dans des meilleures conditions, c'est-à-dire avoir un objectif contraignant qui nous force à la discipline budgétaire. Encore quelques questions de ma part et de celle de Jean-Louis, mais d'abord, je vous précise notre question avec notre partenaire lefigaro.fr, elle concerne ce thème, la voici, discours de Toulon, les politiques sont-ils devenus impuissants face à la crise financière? Oui pour 70% des votants, non pour 28% d'entre eux. Ah, et le volontarisme, il est là, mais qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, encore une fois, je pense sincèrement que ce qui a été dit, et je le redis vraiment, vous allez me trouver très insistant, mais c'est aussi parce que j'ai cette expérience, c'est aussi parce que j'ai l'expérience de l'Eurogroupe, c'est aussi parce que j'ai l'expérience du franco-allemand. L'élément le plus important, c'est la décision d'inscrire la règle d'or qui sera le chemin de faisabilité pour pouvoir y arriver. Jean-Louis. Et une fois que la règle d'or est inscrite dans la Constitution française, est-ce que les Allemands bougent sur la BCE? Je pense que s'ils sont certains qu'on le fera, ils bougeront. Et j'ajoute que cette décision a été prise déjà depuis quelques semaines, pas uniquement en préparatoire au sommet du G20 de Cannes, pas uniquement pour la France, mais aussi pour l'ensemble des pays de la zone euro. On voit le temps qu'il faut pour mettre tout ça en œuvre. Ça vous laisse donc imaginer le temps qu'il faudra pour réformer les traités. Et pourtant, ça court, les marchés n'attendent pas. Se retrouvent. Exactement. Voilà, merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis pour votre analyse. Fin de ce journal, restez avec nous, on parle encore d'Europe. C'est votre émission Enquête d'Europe. Belle soirée à vous sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête d'Europe. Au menu de cette émission, retour sur les grands dossiers qui ont fait l'actualité européenne. Nous irons tout d'abord en Allemagne, un pays en cruel manque de main-d'œuvre qui fait appel aux jeunes diplômés des pays en crise.
Nous reviendrons ensuite sur la crise qui a frappé les agriculteurs français en guerre avec leurs homologues espagnols. Enfin, direction la Hongrie, quelques mois après le passage des boues rouges toxiques à Kolontar. Comment ce village s'est-il reconstruit? Mais d'abord, on part en Italie à la rencontre de cette génération perdue qui a du mal à entrer dans la vie active. Alors Flora, pourquoi parle-t-on de génération perdue en Italie? En fait, on parle de génération perdue parce qu'il est très difficile aujourd'hui d'être un jeune en Italie. Ce sont les premières victimes de la crise économique qui touche ce pays. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver un emploi stable. C'est un véritable parcours du combattant. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60% des 18-34 ans vivent encore chez leurs parents. Et ce chiffre a triplé depuis les années 80. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi et donc à avoir des revenus réguliers pour pouvoir se permettre de payer un loyer. Et de quitter donc leurs parents. Et quitter effectivement le cocon familial. Donc là, on vous suit, direction Rome, où vous avez été rencontrer Giovanna. C'est ça. À 30 ans, Giovanna a un master en traduction et un doctorat d'anglais et d'espagnol. Malgré ses diplômes, elle peine à trouver un emploi stable, comme beaucoup de jeunes Italiens de sa génération. Pour gagner sa vie, elle cumule les contrats précaires et elle donne des cours particuliers. Alors, on va commencer le cours d'espagnol? En parallèle des cours particuliers, Giovanna a un contrat de projet de 20 heures par semaine dans une école maternelle. Un contrat à temps partiel d'octobre à mai. Cette jeune Italienne a un but dans la vie, obtenir un CDI, un objectif qui lui semble quasi inaccessible. Mon rêve, ce serait de trouver un travail stable, un type de contrat qui me garantisse plus de sécurité. Le rêve absolu, ce serait de trouver un contrat à durée indéterminée. Ça semble peut-être dérisoire, mais ce n'est pas une chose facile à trouver. Les seules personnes que je connais qui ont un contrat à durée indéterminée, soit ils sont plus âgés que moi, ils ont 7, 8 ans de plus que moi, et ils ont eu pendant plus de 15 ans un emploi précaire. Soit ils ont passé un concours d'État pour devenir fonctionnaires. Comme 2/3 des jeunes Italiens, Giovanna vit encore chez ses parents à Rome. Avec 800 € par mois en moyenne, difficile de quitter le cocon familial. Ça me plairait d'avoir un appartement à moi, d'avoir mon autonomie. Ce n'est pas facile de trouver un logement avec un emploi comme le mien. Car un emploi précaire comme le mien ne me permet pas de payer un loyer. Et les parents de Giovanna sont très préoccupés par l'avenir de leur fille. Malgré les études qu'elle a faites, le master, le doctorat, des études universitaires qui auraient dû lui faciliter son entrée sur le marché du travail, la réponse n'est pas là. Aujourd'hui, Giovanna a 30 ans. Le temps passe et elle est obligée de se contenter de contrats de projet qui ne correspondent absolument pas aux études qu'elle a faites. La situation de Giovanna est loin d'être exceptionnelle. Pierluigi